Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Forum Nation. Le prochain débat, ce sera le Sud global en quête d'un nouvel ordre mondial. Participe à ce forum Anne Griot, vice-sherpa et directrice générale de la mondialisation au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Rémi Rioux, directeur général du groupe AFD et président de Finance in Common. Thierry Déot, fondateur et PDG de Meridiam. Karim El Ainaoui, président exécutif du Policy Center for the New South. Et la modération sera assurée par Béatrice Hibou, directrice de recherche au CNRS Sciences Po Série. À l'issue de la table ronde, vous bénéficierez d'une innovation de la fabrique de la diplomatie puisque nous avons 3 comédiens de la troupe À nous de jouer qui feront un débriefing de la table ronde, ce qu'ils en ont retenu sous forme d'une scénette de 5 minutes d'improvisation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur cette table ronde, nous allons parler du Sud global. Qu'est-ce que le Sud global ? En quoi ce terme reflète-t-il des changements dans l'ordre mondial ou en quoi est-il l'expression d'une volonté de changement ? C'est ce à quoi donc cette table ronde est dédiée. Et en guise d'introduction, je voudrais rappeler deux choses. D'une part, l'origine intellectuelle ou idéologique de ce terme de Sud global, ou en langage plus universitaire, l'origine de l'énonciation des transformations actuelles, réelles ou supposées, en termes de Sud global. Et cette origine, elle est double. D'une part, une tradition du développement, qui a émergé dans l'immédiat seconde après-guerre mondiale, avec ces termes bien connus de tiers-monde, pays en développement, pays développés, etc., et désormais Sud global, et qui entend appréhender les différences de situation, les dynamiques économiques, avec une idée d'une certaine convergence, ou à plus ou moins long terme, ou en tout cas d'un horizon commun. De l'autre côté, la tradition géopolitique, bien antérieure, puisque la géopolitique traite de ces questions dès la fin du XIXe siècle et dans l'entre-deux-guerres, avec le développement de l'impérialisme d'un certain nombre de pays occidentaux, et qui a donné lieu à la réinvention de l'idée d'Occident et de son envers, sous la forme, par exemple, des non-alignés et de ce qui s'est construit dans les années 50 autour de Bandung, et dont la dimension militaire, et en tout cas les origines militaires d'une telle pensée, sont importantes à rappeler. Et l'une et l'autre de ces traditions ou lignes de pensée ont une profonde implication parce qu'elles véhiculent l'idée d'une altérité fondamentale, existentielle, entre zones ou entre groupes de pays, du moins, on va le voir, sur le plan rhétorique. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui parle, mais des acteurs économiques, financiers, politiques, diplomatiques, qui vont nous dire comment ils appréhendent ce terme et cette idée pour comprendre le changement, le monde en changement. Mais en tant qu'universitaire, je me dois de rappeler que le Sud global n'est pas un concept. Vous aurez remarqué que j'ai utilisé le mot de terme ou bien d'énonciation, d'idée, mais ce n'est pas un concept car d'un point de vue scientifique, le Sud global n'existe pas. Il relève plutôt d'un ce que j'appellerais un marketing universitaire pour se situer dans la globalisation universitaire. Et le Sud global est avant tout, en effet, un Global South. Qui est d'ailleurs, puisqu'on est dans cet espace de la fabrique de la diplomatie, je pense, on devrait être attentif au fait que ça équivaut à une certaine marginalisation du français et de la pensée française, qui contribue je citerai Chakrabarty, à provincialiser l'Europe, ce qui en soi n'est pas forcément une mauvaise chose, mais qui doit être pensé. Mais quoi qu'il en soit, en économie politique, en sociologie politique, en anthropologie, le terme n'a aucune valeur, aucune pertinence scientifique. Ce qui en a, et je le rajoute immédiatement, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet. Et bien au contraire, et c'est le second point,
que je voudrais mettre sur la table dans cette introduction. Ce terme de Sud global, qui n'est donc pas un concept, est devenu un élément de langage qui situe et qui dit des choses. Lorsqu'on regarde les pratiques, lorsque on regarde les expériences des uns et des autres, le Sud global apparaît comme un point de rencontre d'affinité élective ou non, comme une constellation d'intérêts qui permet aussi bien des négociations que l'expression de rivalité, des rapports conflictuels entre acteurs disparates. Et ce terme, cette énonciation est irréductible de la pluralité des intérêts, des visions, des compréhensions dans chacune des sociétés. Comme nous allons l'entendre, je pense, en dépit des affirmations de confrontation du Nord ou global ou Occident et du Sud global, on voit plutôt de grandes transactions, des collusions, des négociations entre acteurs du Nord et acteurs du Sud dans des registres très différents. Ainsi, le Sud global peut être un répertoire qui permet aux élites des pays du Sud de poser des revendications tout en étant un argumentaire politique qui peut permettre, dans certaines conditions, de réprimer des mouvements sociaux dans leur pays, mouvements qui, eux, peuvent revendiquer des valeurs du Nord. Tandis que pour les dirigeants des pays du Nord, ce sera possiblement l'expression d'un acte de contrition par rapport à la colonisation ou au passé, tout en renouvelant des relations économiques qui ne sont pas forcément les plus égalitaires qu'ils soient. Cela peut être aussi l'expression d'une solidarité, d'acteurs du Nord, solidarité avec les revendications de subalternes du Sud, où évidemment les populations, aussi bien au Nord qu'au Sud, ont des compréhensions très différentes du Sud global. Et tout cela, évidemment, tous ces termes, je les mets avec des guillemets, vous l'aurez compris. En bref, le Sud global est une expression actuelle d'une situation somme toute banale, de rapports de force et de négociations. Ce qui est important, c'est de mettre au jour et de comprendre les usages différents de cette idée de Sud global. C'est pourquoi cette table ronde aborde la question d'un autre point de vue, non pas universitaire et scientifique, mais du point de vue des acteurs. Qu'est-ce que chacun fait de cette idée ou ne fait pas de cette idée? Qu'est-ce que cette idée produit in fine? Et donc, pour entamer le débat, j'ai posé à mes compagnons de table ronde une première question. Selon vous, à partir de vos expériences, qu'apporte cette idée, ce terme, cette catégorie, dans la façon d'appréhender l'ordre mondial et son éventuel renouvellement, qu'est-ce que ce terme permet de mettre au jour et de faire? Et inversement, que cache-t-elle ou qu'empêche-t-elle de penser? Anne Griot, je vous donne la parole. Merci beaucoup Martine, et bonjour à tous. Alors, sur votre... vous avez fait déjà un point et vous avez montré l'ambition du sujet. Je ne suis pas certaine, en tout cas, qu'on épuise toute la problématique, mais moi, je voudrais partager le point de vue d'une diplomate, donc de quelqu'un qui pratique les négociations internationales. Et j'allais dire, je me retrouve en partie sur ce que vous avez dit. Moi, en tant que diplomate, par rapport à ce que vous évoquez de la conceptualisation, de la définition, je voudrais faire 3 observations. D'abord, pour nous, diplomates, le Sud global n'existe pas. Ça ne veut pas dire pour autant que certains pays, dans leur diplomatie, n'utilisent pas l'expression, d'ailleurs avec habileté et une certaine, je dirais, il y a un côté performatif aussi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qui en parle et comment. Et ma 3e observation, c'est il y a quand même un sujet, et nous, en tant que diplomates, il faut entendre cela, entendre, comprendre et apporter des réponses. Donc,
première observation, très clairement pour nous aussi, le Sud global n'existe pas. Moi, je ne l'ai jamais rencontré dans des enceintes de négociation internationales. Vous allez, ce qui existe, en revanche, je n'ai jamais vu un pays qui m'a dit on va se concerter, le Sud global, entre nous. Ce qui existe en revanche, c'est quand vous allez aux Nations Unies, des groupes régionaux, tous les pays des Nations Unies sont divisés en groupes régionaux. Ce qu'il existe aussi, ce sont des groupes type ce qu'on appelle le G77, où maintenant ils sont quand même plus nombreux que ça, près de 130. Ce qui existe aussi, c'est par exemple les BRICS, et maintenant ce qu'on appelle les BRICS+, qui portent la voix de pays émergents. Là, oui, ça existe. Ce sont des formats, ce sont des groupes. Vous pouvez arriver à mettre des contours, des frontières, une réalité. Ils se structurent, ils ont une organisation, ils pèsent dans les négociations. Ça, oui, ça existe. Mais le Sud global en diplomatie, non seulement on n'utilise pas le terme, en tout cas pour nous, diplomates français, mais ça n'a pas de réalité concrète, nous, dans les négociations. Ça, c'est le premier point. Je le disais, malgré tout, il y a des pays, il y a des diplomaties qui emploient ce terme. Et ce qui est intéressant, en tout cas, en tant que diplomate de voir, c'est qui utilise cette expression, pourquoi et comment. Et là, je dirais que je suis tout aussi interrogative, notamment par rapport au titre, est-ce que le Sud global est à la recherche d'un nouvel ordre international qui serait plus stable ou plus équilibré? Ce qu'on voit et ce qu'on constate dans notre pratique, c'est que ceux qui finalement en ont parlé, c'est ce que j'appellerais les BRICS originels. En gros, Inde, Brésil, Afrique du Sud, Russie et Chine. Mais ils n'en parlent pas du tout de la même façon et pas du tout avec aussi les mêmes finalités. En gros, je dirais, de ce que l'on voit dans la façon dont ils organisent leur forum, vous avez l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud qui utilisent aujourd'hui assez régulièrement ce contexte, tout simplement aussi pour imposer un leadership régional et international, mais sans forcément avoir une vision qui bouscule totalement l'ordre, et chacun aussi ayant ses propres intérêts. Alors l'Inde est peut-être un des pays, de par sa tradition non alignée et autres, qui a essayé peut-être de pousser et de structurer ce que pourrait être un espace géopolitique qui relèverait du Sud global. Lors de leur présidence du G20 en 2023, ils ont organisé un forum qui s'appelait un sommet des voix globales, enfin la voix du Sud global. Et finalement, où il y avait 125 pays, mais même quand vous regardez ça, vous vous dites, mais c'est quoi cette réalité ? Il n'y a aucun critère où vous dites il y a une coalition d'intérêts évidente. Il y en a de toutes les tailles, il y en a de démographies différentes. Ce n'est pas les modèles économiques qui les réunissent, c'est encore moins les modèles, je dirais, les modèles politiques qui sont là. C'est un groupe quand même qui est extrêmement hétéroclite. Donc vous dites, le Sud global va avoir quand même beaucoup de mal à se structurer, je dirais, du point de vue diplomatique, à être quelque chose qui pourrait émerger comme les BRICS l'ont été. Et ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que les BRICS, au départ, c'était un concept qui avait été lancé de mémoire. Je pense que Rémi a ça plus en tête. Je crois que c'était un économiste qui avait parlé des risques. Et on voit bien, je dis souvent, vous évoquez la rhétorique, la performance rhétorique, c'est que les BRICS sont devenus aussi, pour le coup, une réalité. Mais quand vous regardez ceux qui, en tout cas, se trouveraient réunis là et voir ça, vous vous dites que la structuration va être plus compliquée. Et puis surtout, ça n'enlève pas, et alors là, il faut démystifier quant à l'idée que ça serait une proposition sur un ordre alternatif qui se dirait plus équilibré, plus ci, plus ça. Quand vous voyez l'usage du terme par quand même les deux qui pèsent dans cette composante des BRICS, c'est-à-dire la Chine d'une part et la Russie de l'autre.
La Chine, c'est intéressant, et on en a eu un exemple d'actualité aussi avec le sommet de l'Organisation de la coopération de Shanghai à Tianjin, qui utilise clairement ce terme, alors doublement, c'est je suis un grand pays en développement dans sa formulation, qui en tout cas entend faire le lien avec le Sud global, mais dans une optique de contestation de l'ordre international, de revendication, mais pleinement assumée d'un agenda révisionniste de cet ordre, mais aussi avec une conception, c'est que c'est la Chine, empire du milieu, qui se retrouve au centre de cet espace avec ses propres règles. Vous retrouverez toujours avec cette idée quand même, c'est pas le Sud global qui va, je dirais, en tout cas dans cette conception-là, supprimer ces rapports que vous évoquiez d'inégalité ou de domination. Il y en aura clairement d'autres. Et vous avez la Russie. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme la Chine, c'est pas des pays qui au départ utilisaient beaucoup le concept. Nous, diplomates, on les entendait pas beaucoup. Autant, vous voyez, les Indonésiens, les Brésiliens et les Indiens en parlaient beaucoup. Ils se le sont appropriés. Mais alors, les Russes, dans un contexte assez particulier, c'est le contexte de la guerre en Ukraine, et ils ont même transformé, je dirais, le concept. Ils parlent pas de Sud global, ils parlent de majorité globale, avec une intention claire à l'occasion de la guerre en Ukraine, c'est de dire il y a les États-Unis et l'Europe versus, je dirais, le reste, la majorité globale. Donc là, l'intention avec la marginalisation expresse de l'Union européenne, enfin de l'Europe en général, et des États-Unis, qui est encore autre chose par rapport à la Chine. Avec une donnée, c'est que si la Chine et la Russie aujourd'hui utilisent quand même à des fins cette expression et ce terme, c'est que vous avez aussi un pays, les États-Unis, qui aujourd'hui leur offre aussi cet espace pour encore plus l'utiliser, en bousculant les alliances traditionnelles et les coalitions traditionnelles. C'est quand même ça qu'on voit en diplomatie. Et je terminerai sur un point. C'est pas parce que moi je dis en tant que diplomate le Sud global, je l'ai jamais vu, je le pratique pas, ça n'existe pas, que on ne regarde pas certains pays, et surtout qu'il ne faut pas entendre quand même, comme vous dites, le sujet. Il y a quand même quelque chose. On ne peut pas se contenter de dire ça n'existe pas et le balayer. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en gros, qui n'y est pas là-dedans, et ben en fait, en gros, ce qui n'y est pas, c'est le G7, le reste de l'Union européenne. Vous mettez aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, c'est-à-dire ce qu'on appellerait l'Occident. Et qu'en fait, le Sud global aujourd'hui n'existe, il ne se coalise, je dirais, que par un front anti-occidental. Si vous enlevez ça, il y a autant de divisions entre eux que nous, enfin autant de différences que nous, je dirais, avec eux. Et ce qu'il faut alors pour nous, en tant que diplomates, entendre, c'est qu'est-ce qui structure ce front. Ça, c'est notre rôle quand même, d'observer et d'analyser ce sujet-là, et d'ailleurs avec l'aide des chercheurs, des économistes et des institutions. Et finalement, il y a trois choses aujourd'hui qu'on retrouve, du moins, je ne dis pas que c'est exhaustif, enfin, il y a trois choses, moi, que j'entends en tant que diplomate. C'est quand même le sentiment d'inégalité, c'est-à-dire l'ordre tel qu'il a été construit après 1945, ça ne répond plus, ça ne marche plus, ça ne protège plus, on ne s'y retrouve pas. La deuxième chose, c'est le sentiment de double standard. On l'a bien vu et on le voit encore sur le débat, la guerre à Gaza et l'Ukraine, sur lequel la Russie et la Chine ont beaucoup joué. Et puis le sentiment aussi que dans beaucoup de négociations, je prends par exemple le climat, finalement on cherche à imposer notre agenda climat et qu'on empêcherait les pays du Sud de se développer. Donc on peut dire ça n'existe pas, on peut contester ce que ça pourrait apporter sur le plan diplomatique, mais
je vous rejoins en tant que diplomate vis-à-vis de la chercheuse, c'est qu'il faut entendre le sujet, qu'est-ce qu'il y a derrière, et ensuite, en termes d'action, comment on y répond, parce que alors, pour le coup, la diplomatie française, je dirais, l'entend, essaye de le décrypter et essaye dans son action diplomatique tout simplement d'agir. Mais ça, je crois qu'on en parlera plus tard. Voilà ce que je voulais un peu dire du point de vue, en forçant forcément évidemment le trait pour rebondir sur vos propos. Voilà, mais en apportant beaucoup de nuances. Et je vais tout de suite passer la parole à Karim El-Naoui qui, lui, va parler à partir du Sud. Est-il global ou pas? Est-ce un Sud? Je vous laisse la parole. Merci professeur Hibou. Très heureux d'être avec vous. Ce que je vais essayer de faire, c'est vous partager un peu avec vous comment, à partir d'un think tank qui s'est basé au Maroc, mais qui interagit avec beaucoup de pays dans le monde, et du Sud, mais aussi des pays avancés, comment on perçoit ces choses. D'abord, quand quelqu'un vous dit « je m'appelle Karim, je m'appelle Thierry », a priori, vous lui dites bah, « vous êtes d'accord ». Enfin, si quelqu'un vous dit « je suis du Sud global », faut peut-être l'écouter. Pourquoi il vous dit ça? Pourquoi il a ce besoin? Donc, je comprends la discussion académique, mais là, on est sur des questions un peu opérationnelles, et vous êtes beaucoup d'étudiants ici, et c'est bien de combiner les deux. Et je crois que, déjà, il faut écouter. 2, ça représente donc quelque chose. Alors, que cette chose soit difficile à comprendre, qu'elle soit chaotique, qu'elle soit complexe, bazardeuse, si vous m'excusez le terme. Je ne crois pas que l'Union européenne soit une chorégraphie parfaitement synchronisée, que qu'entre Allemands et Français, il n'y ait pas de petites frictions ici et là, ma foi, et les Anglais qui étaient là, qui ne sont plus là, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important. 2, donc on écoute, et on essaie de comprendre, et on ne rejette pas. Alors, et c'est important, parce que quand on ouvre les papiers, les journaux des pays avancés, ici, ailleurs, il y a Sud global partout. Donc si ce n'était pas si important, on n'en parlerait pas. Ça représente quelque chose. Je n'ai pas donné d'avis, bien, pas bien. 2, ça vient à un moment particulier, et ce n'est pas un hasard, c'est consubstantiel, c'est imbriqué, intriqué, etc. C'est un tango, ça vient avec la fin. Je m'excuse, je ne vais pas vous doucher un samedi matin, mais enfin, comme je n'ai pas eu de café, je vais être un petit peu dur. Ça vient avec la fin, pas tout de suite, mais un horizon de fin de l'Occident, en tant que concept cette fois, professeur Hibou, qui regroupait quelque chose d'assez clair. Je pense que les coups de boutoir aujourd'hui qui sont donnés à cet Occident, à un pays, à l'Europe, ne viennent pas du Sud global. Si on accepte du Sud, allez, pas global. Ces coups de boutoir, ils viennent de l'intérieur de la famille, me semble-t-il. Était-ce une famille? Était-ce une famille? Était-ce une famille? Donc, il y a presque une... On est là dans le domaine du psychologique. D'ailleurs, Madame l'ambassadeur, nous avons dans notre université un cours qui s'appelle « The Psychoanalysis of Foreign Policies ». Parce qu'il faut rentrer dans votre cerveau reptilien, parce que vous voyez le monde d'une certaine manière, et il est difficile d'en changer. Être humain, on n'aime pas le changement. Et donc là, on est dans un moment de changement et dans un moment menaçant. Et c'est là où j'ai un message à faire passer, c'est le premier message. Écoutons-nous. Vous avez encore des pays en développement, pour ne pas rentrer dans les discussions conceptuelles, qui ont envie d'avoir des partenariats approfondis avec un Occident, on va dire, en introspection, un peu anxieux, etc. Et donc il y a bien sûr dans les grands pays émergents du Sud, certains qui sont dans des dynamiques anti-occidentales, frontales, pour des raisons dont on n'a pas le temps de parler ici, mais qui n'est pas le combat de l'ensemble du continent africain, par exemple, mais
ce continent africain est un terrain de jeu de cette rivalité, bien sûr. Et donc il faut, premier message, et on est dans une université, il faut écouter, comprendre, fouiller, fouinasser, renifler, être curieux. D'accord ? Pas dire non, ça représente... oui, ça c'est un travail d'académique, mais quand vous êtes au gouvernement français, vous vivez, vous, aujourd'hui, vous et moi, ici, maintenant, que fait-on ensemble ? Moi, c'est ça les questions qui m'intéressent. Et ce que je peux vous dire, c'est que le Sud global, ce n'est pas une catégorie, mais c'est un état d'esprit. Et pour changer des choses, on n'a pas besoin d'être d'accord sur beaucoup de choses, mes amis. Il suffit d'être contre. Suivez mon regard. Pour tout bloquer, il suffit d'être d'accord pour tout bloquer. On est d'accord sur rien, mais nous sommes d'accord sur une chose, tout bloquer. Eh bien, dans le Sud global, il y a un état d'esprit. Il y a une posture de confiance, parce que les pays avancés sont sur un trend, et là aussi on pourra en discuter si vous voulez, un trend, disons, perçu comme étant déclinant pour plein de raisons. On se sent assiégé, l'intelligence artificielle, les dynamiques démographiques, etc. On pourrait en parler longtemps. La qualité des systèmes d'éducation. Et puis il y a des individus qui sont sur un trend montant. Bien sûr, les niveaux de départ sont très éloignés, mais ces dynamiques créent un état d'esprit. Le Sud global est un peu conquérant, il commence un petit peu à être arrogant, pas tous, certains, il défie, etc., etc. Et donc, ça, c'est un peu l'air du temps. Vous le voyez. On n'avait même pas besoin, à un moment donné, vous n'allez pas le dire, mais je peux le dire pour vous, à un moment donné, on n'avait même pas besoin de entre guillemets, les écouter. C'était le cas. Il suffisait de siffler, tout le monde venait. Il suffisait de... On n'avait même pas besoin de prendre leur opinion. Leur opinion. C'était pas la peine. D'ailleurs, on a un bouquin sur le site du Policy Center, pas écrit par moi, pas écrit par une Caribéenne, quelqu'un des îles Caraïbes, qui s'appelle The West and the Rest. Je vous invite à le regarder. Donc, aujourd'hui, il faut les écouter. C'est pénible d'écouter. Oui. Je casse la tête, celui-là, je ne comprends pas ce qu'il veut. Avant, je faisais ça, je n'ai pas besoin de l'écouter. Je décidais d'aller faire une intervention étrangère dans un pays X, pas de problème, le Conseil de sécurité s'alignait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est bien le message qui a été envoyé à l'ensemble du Conseil de sécurité des Nations Unies il n'y a pas très longtemps sur l'Ukraine. C'est un message. C'est un message de dire, ben oui, il faut écouter un peu. Ce qui est existentiel pour vous n'est pas nécessairement pour les autres. D'accord ? Je trouve horrible ce qui se passe, ce n'est pas le sujet. Mais donc c'est plus complexe. On ne peut plus faire de la politique étrangère, puisqu'ici c'est la fabrique de la diplomatie. On ne peut plus faire de la politique étrangère comme on en a fait pendant 40 ans, puisque ça ne se passe plus comme ça. C'est plus comme ça. Les acteurs ne sont plus les mêmes, ils ne se comportent plus de la même manière. Donc le Sud global, si vous voulez, c'est un comportement, c'est un zeitgeist, c'est un état d'esprit. Ça décrit, si vous voulez, des dynamiques qui sont là. Évidemment, ce n'est pas un concept simple, machin, je les mets dans une boîte, ils se comportent tout comme ça. Bien sûr qu'on est d'accord. Même on n'est jamais d'accord sur rien entre pays. On est d'accord sur quelques petites choses pour faire des choses ensemble. Rémi Rioux le sait bien, Thierry le sait bien aussi. Donc des gens qui font des transactions opérationnelles, il leur faut un minimum d'espace pour les faire. Ils ne sont pas là à demander aux gens, est-ce que tu es d'accord que, je ne sais pas moi... des histoires de morale, etc. Non. Puis attention, alors autre point si vous permettez, c'est les questions de valeurs. On a tous les mêmes valeurs. Valeurs, je ne sais pas, aspiration, d'accord. L'humanité, c'est une quête de liberté, etc. Depuis qu'elle existe. Ça a été habillé par des choses imposées, mais ne rentrons pas dans une espèce d'opposition de cette nature, parce qu'il y a les régimes, il y a la politique, il y a les individus, etc. Donc il ne faut pas, ils ne sont pas comme nous. Ce n'est pas des démocrates, ils n'aiment pas la liberté. Je vous vois ici jeunes, c'est les mêmes qu'on a à l'université, pareil, jeunes et autres d'ailleurs, c'est pareil. Il y a pas on en reçoit sur notre campus. Je ne vois pas, moi, de marqueurs à ce niveau-là. Je vois des styles, des caractères. Les nations ont leur caractère. Vous êtes français, vous êtes marocain, etc. Oui, ça veut dire un peu quelque chose, mais il y a sur des choses, on se retrouve. Donc, mon message, pour conclure rapidement, c'est prenons l'occasion de ce questionnement, de cette espèce de concept, non-concept, de
notions, pour discuter et voir qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça veut dire au plan opérationnel pour ceux qui font des politiques publiques, donc qui fabriquent les politiques publiques, qui les exécutent, ceux qui les évaluent, etc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ce contexte-là? Merci beaucoup. Et donc, du coup, je passe la parole à Monsieur Thierry Déaut. Est-ce que cet état d'esprit, pour un financier, il est aussi contre? Je suis ni pour ni contre. D'abord, je n'utilise jamais ce terme. Pourquoi? Parce que j'ai essayé d'y réfléchir et modestement de répondre à la question en me positionnant dans l'optique de comment ce terme de Sud global peut m'aider à définir des politiques d'investissement et finalement à faire mon job et à mener mes actions en matière de politique d'investissement dans les infrastructures, dans le développement et les économies des différents pays, dont beaucoup qui se revendiquent du Sud global. Donc aujourd'hui, ce terme, pour moi, recouvre finalement une diversité de revendications. Des pays qui se disent du Sud global, revendications soit de souffrir d'inégalités vis-à-vis de la transition climatique et du défi climatique, notamment par manque de moyens pour l'adaptation, alors qu'ils en souffrent beaucoup, mais en France aussi, on en souffre beaucoup. C'est pour ça que des revendications géopolitiques d'influence, d'autres types de revendications. Et donc c'est assez hétéroclite et ça relève plutôt finalement d'une dislocation en effet de l'ordre mondial, y compris commercial. Commercial, flux de capitaux comme de biens et de services entre les différentes régions, les différents pays. Et c'est l'ordre dans lequel on vit aujourd'hui, même si on a du mal à admettre. Voilà. Et pour des investisseurs comme nous, c'est plutôt l'ordre du nouveau chaos. Donc je réfute le terme de Sud global comme celui de Global North, parce que les gens du Sud global utilisent ce terme en opposition. et comme on l'a vu depuis l'arrivée de Donald Trump, le Global North n'existe pas. Parce que sinon, on aurait encore des alliances claires militaires, on aurait encore... et donc, c'est un peu vivre avec, finalement, une planète et un ensemble de pays dans un état de stress plus ou moins critique, de dislocation. En tout cas, on le perçoit comme ça. Et ce terme reflète plutôt des revendications. Donc, en quoi ça m'aide? En fait, ça ne m'aide pas. Et je le trouve finalement assez, à la fois réducteur parce qu'il est un peu fourre-tout. Donc c'est pour ça qu'il faut zoomer et écouter. Là, je suis totalement d'accord qu'il faut essayer d'aller écouter les revendications plus précises pour savoir en quoi on peut entrer en interaction pour aider, pour investir et pour faire. Et il pose quelques problématiques et quelques dangers. En l'occurrence, si je me rétracte un peu dans le monde de la finance, bizarrement, le Sud global existe. Le Sud global, c'est celui où il y a beaucoup de risques et personne n'a envie d'aller. Et c'est pour ça qu'il faut éviter justement de trop le cristalliser. Ça pose des problématiques parce que quand vous vous revendiquez du Sud global, la prime de risque qui vous est attribuée par un certain nombre par les flux financiers globaux, si vous voulez, qui pour beaucoup viennent quand même du Nord, à l'exception de la Chine, de la Russie dans une certaine mesure, mais relativement limitée, et d'autres. La prime de risque sur un pays qui se revendique du Sud global, qui est souvent associé finalement à
à la typologie Banque mondiale, de pays en voie de développement ou autres, c'est une prime de risque augmentée et un peu généralisée. Alors moi qui investis beaucoup dans ce type de pays, je lutte tout le temps contre cette perception du risque un peu trop généralisée et globalisée et qui est assez punitive et souvent pas forcément justifiée parce qu'on n'a pas écouté dans le détail et qu'on n'a pas regardé dans le détail. Et donc, je trouve que ce biais de généralisation est plutôt dangereux et pas forcément, en tout cas en ce qui concerne les flux financiers. Parce que si finalement le Sud global, c'est la somme des pays qui, un jour ou l'autre, ont recours au FMI, c'est pas franchement une bonne chose. Mais alors là, je parle uniquement de la vision assez simpliste que peuvent en avoir les flux financiers mondiaux qui n'ont pas beaucoup le temps de faire dans la nuance ni de réfléchir beaucoup. Donc, bon, après, on parlera peut-être au deuxième tour de finalement comment dépasser ces notions de Sud global, comment bâtir des partenariats et quelle méthodologie finalement pour écouter, agir ensemble et coopérer. Tout à fait. Merci beaucoup. Je passe la parole à Rémi Rioux maintenant pour voir comment l'AFD comprend cette notion. L'AFD, je ne sais pas, parole libre dans une université. Donc, merci d'abord 1000 fois pour l'accueil au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, à Anne, à Didier Lebret, à Laurent Bigot, voilà, tous ceux qui ont organisé ce moment de réflexion, de liberté qui est extrêmement précieux. Je crois que le débat l'atteste. Alors peut-être pour la beauté du débat, moi je vais défendre l'idée que le Sud global c'est un concept. Alors peut-être mes souvenirs d'étudiants sont un peu lointains, mais il me semble qu'un concept par définition, c'est pas la réalité. Ou plus exactement, que les philosophes nous ont appris, les physiciens, Schrödinger, Heisenberg, qu'on invente des concepts qui structurent la réalité, en fait. Que la réalité n'est jamais saisissable, par définition. Et que ce sont nos représentations qui ensuite permettent de percevoir quelque chose et d'agir. Et donc un concept, c'est d'abord, Karim a raison, c'est d'abord une représentation, c'est un état d'esprit, effectivement, c'est un imaginaire. Et puis deuxièmement, un concept, c'est un outil. C'est-à-dire un concept, c'est quelque chose dont on se sert pour faire quelque chose. Donc que ça soit la réalité ou pas, je dirais ça importe peu. La question, c'est pourquoi ce concept de Sud global apparaît. Si vous regardez, on a fait un petit papier, je vous le montrerai, mais quand on regarde les occurrences dans la presse, effectivement, dans les papiers académiques, de la notion de Sud global, il n'y a pas de doute que le Sud global existe aujourd'hui, puisque ça a explosé, je dirais, depuis l'Ukraine, d'ailleurs, en vérité. C'est 2022, hein, donc le concept date des années 90, il était là un peu à bas bruit, et puis tout d'un coup, il explose, et il devient un débat à la fabrique de la diplomatie. Donc c'est qu'il y a quelque chose, et comme l'a dit très bien Karim, des gens s'en revendiquent. Des gens en parlent et considèrent qu'ils appartiennent au Sud global. Et donc, voilà, pour cette raison, ça existe. C'est un mélange, le Sud global, d'une très puissante continuité. Je pense qu'il existe pour des raisons généalogiques, il existe pour des raisons historiques. Et donc, on peut très facilement, il y a des fluctuations, mais quand même en faire cette généalogie. On a parlé, si on revient en arrière, on a parlé des Suds, on a parlé des pays en développement, on a parlé des pays en voie de développement, on a parlé des pays sous-développés, on a parlé du tiers-monde et on a parlé de la colonisation, disons-nous les choses. Le cœur de cette revendication, de cette identité, c'est la forme du monde préalable aux indépendances et aux années 60. Donc il y a cette matrice qui est là, en fait, et qui prend des formes, des concepts successifs. Et celui d'aujourd'hui, c'est le Sud global. Voilà. Donc, je
Je pense qu'il faut le prendre comme tel. Et alors après, ça c'est la continuité. Ce qui est plus intéressant, évidemment, c'est de réfléchir à quelle est la nouveauté, en fait, par rapport à ces autres termes. Qu'est-ce qui se passe qui fait qu'on en a changé, en fait? Pourquoi on ne dit plus seulement les Suds? Pourquoi on ne dit plus seulement les pays en développement? On ne le dit plus d'ailleurs. Et il me semble qu'il y a trois raisons pour lesquelles on a changé le concept. Bon, la première, Karim l'a dit avec beaucoup d'humour, c'est que c'est une façon de pointer l'inconfort de l'Occident. Donc il y a un petit jeu là, effectivement. C'est un peu une inversion ou un questionnement sur notre propre histoire et notre propre cohérence, qui est mise à mal évidemment depuis le début de cette année. Et donc voilà, il y a un petit peu ce jeu. Je dirais, c'est pas le plus intéressant, parce c'est un jeu un peu installé depuis longtemps. Il prend des formes nouvelles. Ce que je trouve plus intéressant, c'est global. Moi, ce qui m'intéresse dans Sud global, c'est global en fait. Vous voyez, le mot global, il n'était pas dans les termes précédents. Et donc, ça veut dire l'aspiration des pays du Sud, nouvelle, oui, à prendre leur place dans un ordre international. Et puis, plus que ça, c'est les questions globales. C'est-à-dire, le Sud nous dit, attention, le changement climatique, on le vit peut-être en premier avec encore plus d'intensité que vous, ça se discute. Faites très attention à ce qu'on est en train de faire comme dit mon ami Achille Mbembe, la communauté terrestre en fait. Ce qu'on est en train de faire à notre planète, dans toutes ses dimensions, l'économie, la biodiversité. Vous voyez, donc et on veut contribuer à ça, c'est-à-dire on a quelque chose à dire de différent, d'utile. Donc le Sud global, pour moi, c'est le Sud dans le global. C'est le Sud pour le global. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que moi, j'aime beaucoup les mots inégalité et les mots double standard. J'adore le débat sur le double standard. Parce que quand vous dites double standard et quand vous dites inégalité, c'est que vous croyez à l'égalité. Et c'est que vous croyez à un standard. Puisque vous dénoncez le fait qu'il y en ait deux, voire même qu'on soit en contradiction avec nos propres standards. Donc il y a cet appel, je crois, dans le mot Sud global à du commun, je crois. Encore, peut-être pas pour toujours, mais... Et puis la troisième chose qui m'intéresse beaucoup dans Sud global, évidemment là, c'est effectivement peut-être avec ma casquette d'agence française de développement, c'est vous voyez, Bandung, 1955, c'est une revendication politique. D'ailleurs, c'est une revendication sur un ordre mondial déjà, presque déjà géopolitique. Puis on a un peu laissé ça de côté et on est passé par l'économique et le social ensuite. C'est-à-dire le combat du Sud, c'était le développement en fait. C'était la politique de développement. Donc on a par certains aspects, peut-être parce que c'était la guerre froide, c'était trop compliqué, on a dépolitisé la question qui nous réunit ce matin. Et on l'a traité par, moi ça me va très bien, hein, mais par des investissements, de l'éducation, de la santé, de l'énergie, et ça a duré comme ça un petit moment. Et là, on ne dit plus pays en développement parce que le politique, en fait, la grande géopolitique est revenue en fait. Et donc, Sud global, c'est aussi une invitation à faire quelque chose qu'on ne fait pas assez, qui est de penser le politique avec le matériel, je dirais, avec l'économique. C'est-à-dire comment arriver à une cohérence entre nos structures matérielles, ce que le monde est en train de devenir, et les formes politiques pour le gouverner. Voilà. Et il y a évidemment un immense sujet, je vous renvoie, là aussi on est à l'université, vous avez tous lu l'extraordinaire livre de Pierre Charbonnier qui s'appelle « Vers l'écologie de guerre », une histoire environnementale de la paix, précisément, qui cherche à penser comment on arrive à accorder en paradigmes successifs, historiquement, la structure du monde matérielle et sa forme politique. Et évidemment, on est dans un moment où la décarbonation, parce qu'on a des débats sur est-ce que le climat c'est juste ou c'est pas juste, mais la vérité c'est que la décarbonation de nos économies, de nos sociétés, le train est parti, ça se fera plus ou moins vite, mais on doit le faire et on va le faire. Mais le problème de la décarbonation, c'est un problème diplomatique maintenant. C'est-à-dire que ça change les rapports de force. Voilà, les véhicules électriques. Et donc on n'a plus la gouvernance, on n'a plus l'ordre, on n'a plus la forme qui permet de maîtriser cette transformation tellement puissante et structurante et qui peut créer la guerre, en fait, en vérité.
Donc dans Sud Global, moi je vois ça, et ça je trouve ça vraiment hyper intéressant. Alors après, mais on va y venir, le sujet c'est qu'est-ce qu'on est capable collectivement d'en faire. C'est-à-dire, est-ce que ça va être une arme ou est-ce que ça va être une diplomatie? Est-ce que ça va être une critique radicale, plus ou moins radicale, ou est-ce que ça va être une proposition? Et est-ce qu'on saura la transformer en quelque chose d'utile? Merci beaucoup. Effectivement, vous avez tous montré que finalement, quelle que soit la position par rapport à ce terme ou à cette notion ou à ce concept, finalement, il était productif. Et donc, dans cette deuxième série de questions, peut-être un peu plus rapidement parce qu'on me presse pour le temps, expliquez, voilà, à partir de vos expériences, en quoi est-ce fonctionnel et dans des exemples particuliers, comment, justement, qu'est-ce qu'on peut faire à partir des questions qui ont été posées jusque-là? Alors, moi, en écoutant, je me disais quand même qu'on avait quand même beaucoup de convergences et on s'adresse à vous et peut-être certains sont peut-être tentés après cette fabrique de la diplomatie par entrer un jour en diplomatie. On se rejoint sur quelque chose et quand je disais, c'est pas parce que moi en tant que diplomate ça n'existe pas, qu'on n'entend pas ceux qui en parlent et comment ils en parlent et qu'on balaye le sujet, on se rejoint tous sur quand même l'idée il faut entendre. Et ça, c'est le rôle du diplomate. Je dirais, le diplomate, on analyse. Et ce qui est intéressant, je vous rejoins, vous parlez du cerveau reptilien des diplomates, mais finalement, je le dis pour aussi des jeunes, on ne travaille pas seul. Ce qui est intéressant aujourd'hui en diplomatie, notamment par rapport au moment, quand il y a 30 ans, quand j'ai commencé ce métier, on travaille dans l'analyse, je dirais, des sujets avec des chercheurs, avec des économistes, avec des entreprises, avec des agences. C'est un message, je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le décryptage, si je puis dire, des phénomènes, au Quai d'Orsay, on finance des projets de coopération, d'ailleurs, et on forme aussi des personnes dans des pays du Sud. On a conscience que pour faire notre métier aujourd'hui, il s'agit d'entendre et travailler avec ceux qui peuvent nous aider. Donc ça, c'est quand même un point que je voulais dire. On est tous d'accord, il faut s'entendre. La deuxième chose, c'est il faut finir. Qu'on a 5 minutes. Bon, alors et de dire comment ça se traduit du coup dans notre diplomatie, parce qu'on n'a pas attendu l'émergence du Sud global d'ailleurs pour se dire qu'il y avait quand même un sujet qu'il fallait y répondre. Aujourd'hui, dans notre diplomatie, on se projette là-dessus. Je vous donne 3 exemples. Lorsque, en juin 2023, il y a eu le pacte de Paris pour les peuples, je dirais, et la planète, c'était bien cette idée que, quel que soit là où on appartenait, on avait tous des sujets en commun, des enjeux existentiels globaux, qu'on avait tous des enjeux de prospérité, des enjeux de climat, et qu'on pouvait parfaitement dépasser ces clivages et se retrouver sur un certain nombre de solutions. Quand aujourd'hui, dans notre diplomatie, conscient que c'est quand même effectivement un grand désordre, on a une diplomatie et que dans les négociations, on porte ce qu'on appelle des One Planet Summit. C'est bien ça l'idée, c'est dire on a des sujets, quel que soit le pays, qu'on ne peut pas traiter seul et qui touchent, qui vous touchent, qui nous touchent tous, que ce soit le climat, que ce soit la santé, que ce soit la biodiversité, et de se dire finalement on va créer des coalitions, on va avancer avec ceux qui ont envie d'avancer avec nous, un peu comme on le faisait dans l'Union européenne, et on va traiter le sujet dans sa globalité. Et c'est aussi un peu ce qu'on a fait pour les océans à Nice, hein, quand il y a eu le sommet sur les océans, d'ailleurs qu'on a co-présidé avec les Nations Unies et le Costa Rica, et les océans, c'est bien un espace de compétition, de rivalité, etc. Et on a fait des coalitions, de se dire les coalitions des ambitieux, ceux qui avaient décidé, par exemple, dans la pollution plastique, de se dire on va faire un effort. Donc la diplomatie française, elle a d'une façon, sans parler de ce contexte, intégré qu'il fallait
voir cette réalité aujourd'hui et pratiquer aussi la diplomatie autrement. Et c'est ça, en tout cas, que je trouve intéressant aujourd'hui comme message à faire passer à des jeunes. Et c'est ça aussi qui va nous interpeller sur notre présidence française du G7 que nous allons avoir en 2026, pendant que les Américains vont avoir le G20 et que l'Inde va présider les BRICS. C'est bien notre idée, il faudra qu'on apporte cette démonstration que nous sommes capables de tisser des ponts. Voilà, rapidement dit, sur dire que la diplomatie française, c'est quand même bien adapté. Merci beaucoup. Désolée. Oui. D'être court. 3 points. 1, il existe des mécanismes opérationnels aujourd'hui dans le domaine de la finance qui relient tous ces pays-là, à l'initiative essentiellement de la Chine à ce stade. C'est l'Organisation de coopération de Shanghai qui, derrière, a des accords de swap entre banques centrales. Il y a bien sûr les banques de développement que la Chine, et on vient d'en annoncer une 3e. Donc il se passe des choses avec des mécanismes. Donc attention, la nature a horreur du vide, donc il y a une compétition, il y a des espaces à occuper. Il est difficile d'être conquérant pour occuper ces espaces quand on se sent assiégé et qu'on s'arc-boute à un monde qui s'effrite. Donc il y a une posture mentale à construire. La réponse ne sera pas simple, elle est très complexe parce que ça demande une espèce de reset, reboot extrêmement profond. Donc les politiques publiques, les États ont beaucoup de mal à changer, à évoluer, et il est plus facile d'évoluer quand on est un outsider que quand on est un favori qui perd match après match. Donc je crois que là, il y a quelque chose de très profond et qui demande, me semble-t-il, une introspection particulière. C'est pas parce que les uns sont mieux que les autres, c'est simplement les circonstances qui appellent à ça. Le 3e point, et peut-être Rémi, je vais te faire sauter de ton fauteuil, je pense que l'aide, et je vais le dire, je l'ai déjà dit et je me suis fait un peu, mais je l'ai écrit aussi, je pense que l'aide au développement, et j'ajoute telle qu'on la connaît aujourd'hui, est morte. Et célébrons ça. Célébrons-le. Faisons autre chose. Je pense que l'AFD est un bon exemple de ce qu'on peut faire d'autre. Mais pour certains, c'est la fin d'un monde et c'est très compliqué. Et ce que beaucoup de pays du Sud demandent aujourd'hui, c'est une repolitisation de l'aide et de nos relations. C'est l'âge de la maturité. C'est ce que tu disais, Rémi. C'est de l'âge de la maturité. Repolitisons nos relations. Si un pays est important, il faut le montrer. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et puis, ça se fait. Et donc, c'est l'âge de la repolitisation, y compris avec l'Union européenne. Les relations avec le voisinage, et j'en terminerai là, notamment en Méditerranée, ne peuvent plus aujourd'hui être, disons, sous-traitées à de la technocratie. Il faut les repolitiser pour les redonner aux technocrates une fois qu'on en aura reconstruit les cadres. Et vous avez des interlocuteurs pour ça de l'autre côté. La lenteur d'adaptation est plutôt de ce côté-ci. Merci. Merci beaucoup. Donc on m'a dit que le temps était fini, mais quand même, je vous donne la parole. Oui, on a commencé en retard. Donc, rapidement, finalement, le Sud global refuse au Nord global la crédibilité pour régler les problèmes du monde, hein, si on simplifie. Donc moi, je vois quand même une possibilité de partenariat à géométrie variable, y compris à l'échelle d'un seul pays, hein, de type Global Gateway, de type de ce que fait aujourd'hui la France avec l'AFD. Et je pense qu'il faut assumer le fait que ces partenariats, c'est du donnant-donnant, et c'est des partenariats qui doivent être équilibrés. Donc ça va peut-être choquer, mais je pense que quand on s'engage avec un pays du Sud global, la question c'est quoi notre intérêt là-dedans? Et puis il faut l'assumer, parce que c'est moins hypocrite, et que finalement ça établit un partenariat d'égal à égal, que ce soit en matière d'investissement, en matière de soutien budgétaire ou pudiquement appelé aide au développement, en matière de pourquoi faire ensemble et qu'est-ce qu'il y a pour chacun
chacune des parties dans ce partenariat. Et ça, il faut l'assumer. Et évidemment, ça va pouvoir rassembler à la fois l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect d'échanges commerciaux, l'aspect d'investissement, de co-investissement, et pouvoir mobiliser tous les outils financiers de part et d'autre, comme les banques des BRICS, comme le Global Gateway, si jamais un jour il arrive à exister dans le MFF, mais ça c'est mon... Mais voilà, c'est partenariat équilibré, transparent, sachant que chacune des parties veut recevoir quelque chose. Je termine par 2 conseils de lecture. Donc, je fais la pub de mes collègues Philippe Orliange et Alizé Pornet qui ont sorti mercredi, pour aller dans le sens de Karim, une géopolitique du développement. Donc c'est bien ce que j'essayais de dire, ce qu'a dit Karim, il faut repolitiser ces sujets et en reposer les fondements politiques, en fait, et les vertus politiques. Et puis on a sorti en juillet, bon ça c'est un peu les presses de l'AFD, mais vous le trouvez sur les bons sites, un papier qui s'appelle Au-delà de la dichotomanie, donc nord global, sud global. Bon, avoir des catégories, ça aide aussi, hein, mais là, dichotomanie, ça veut dire qu'il y a une sorte on est un peu bloqué dans la dichotomie, en fait. C'est un peu une perversion de la dichotomie. Et c'est une façon de dire, en fait, que on l'a vu dans le débat, notre vision du monde, l'articulation du matériel et du politique, tout ça, c'est très profondément brouillé. Il y a un chiffre dans ce document qu'il faut que vous ayez en tête, c'est aujourd'hui, quand vous regardez toutes les organisations internationales et leur classement des pays, vous avez 61 pays dans le monde qui sont à la fois des pays développés et des pays en développement. Donc 61 pays dans le monde, ça veut dire un pays sur 3 quand même. On ne sait plus dire ce que c'est. Donc ça ouvre aussi un espace très intéressant, je pense. Alors, pour conclure juste... on a cru pendant une dizaine d'années, je pense, ou un peu plus, depuis que le G20 est devenu au niveau le plus élevé, parce qu'il y a eu l'accord de Paris, les objectifs de développement durable, on a cru qu'on allait y arriver à ce monde en commun, à cette gouvernance consensuelle, presque dans la dissolution de nos différences et de nos identités presque. Donc probablement le Sud global, c'est aussi le rappel, et l'OCS et les BRICS+, depuis quelques années, là, après, évidemment dans un contexte de guerre, c'est le rappel qu'on n'a pas fini ce travail en fait. Et que dans ce travail, il y a des choses politiques, il y a des choses historiques, il y a des choses, il faut se mettre autour d'une table et il faut en parler pour les dépasser. C'est ce que fait d'ailleurs, vous l'avez vu avec l'Afrique, le président Emmanuel Macron, avec beaucoup de force et de résolution depuis 2017. Hein, et c'est douloureux, mais on va y arriver. Et puis il y a des choses, alors peut-être pour différer avec ce qu'a dit Karim, moi je crois quand même, les choses politiques c'est toujours des choses extrêmement sensibles, très difficiles. Donc on va arriver à avancer sur certaines, il y en a d'autres, ça va prendre plus de temps. Il ne faut surtout pas renoncer à la méthode quand même qu'on a eue historiquement pour construire l'Union européenne, quand même pour sortir des centaines de millions de gens de la pauvreté, qui s'appelle, on va trouver les mots, qui s'appelle le développement, qui s'appelle les investissements de Thierry partout dans le monde, qui s'appelle amener les preuves matérielles on va arriver à gérer ces immenses transitions et ces désaccords. Alors effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, ça va plus s'appeler de l'aide publique au développement. L'aide publique au développement, qui est la forme qu'a pris la coopération internationale dans les années 60, purifiée, revivifiée après la chute du mur dans les années 90-2000, excessivement. Elle est prise comme le lapin, là, elle est prise dans les phares là, du débat actuel. Il faut absolument la sauver parce qu'elle est très précieuse. Et il faut quand même repartir sur une logique d'investissement qui embarque nos intérêts et qui retisse du lien positif entre tous les acteurs dont on vient de parler. Je voulais vous remercier tous. Et puis maintenant, on va voir avec beaucoup de curiosité ce que les comédiens ont pu retenir de ce débat extrêmement dense. Il faut enfoncer la porte, allez-y. Inspecteur. Du calme, inspecteur, du calme. Non mais de J'ouvre bon la matin, porte. là, vraiment, j'ai pas pris mon café, moi. On est obligé d'y aller, là. Non, je peux plus attendre. Un peu de silence.
Je vous dis qu'il n'existe pas. Il est pas là. Mais il existe forcément. On est dans l'appartement d'un certain monsieur Sud Global. Il faut découvrir des indices pour savoir qui il est. Pour le monde de la finance que je représente, il existe, ok? Mais non. C'est pas un concept. Non, mais il y a quelques années, on cherchait Tiers-Monde. Il n'existait pas, Tiers-Monde. Bah, c'est pareil, il n'existe pas. Voilà. Regardez, des passeports, des Parfait. anciens passeports périmés. Regardez, monsieur non aligné, monsieur pays sous-développé, Ouais. monsieur pays du Sud tout court. Bon, tout ça, ça nous aide pas beaucoup. Il y a beaucoup trop d'objets qui n'ont pas de corrélation ensemble. Regardez ici, un vase chinois, Et là, un samovar. des poupées russes, Ah, ce type, c'est pas possible. un Soit chenin indien. il a une très mauvaise idée de la déco, soit il n'existe pas, effectivement. Non, attendez. Je crois que ça rentre dans mon cerveau reptilien. Vous êtes en train de changer votre fonctionnement de pensée, inspecteur. Oui, j'ai l'impression que Un coffre baliné. c'est plus un état d'esprit qu'il faut avoir. Un état d'esprit. Oui, mettons dans une ambiance plus cool. Ok, plus cool. Laissez-moi ouvrir ce coffre. Ok. J'ai 77 230. Non, attends, on va utiliser une vieille brique, on va péter le truc. Hé, calme-toi. C'est une Brix Plus. Pah Voilà, c'est ouvert. Les briques originelles. Mon Dieu, Chine, Afrique du Sud, Brésil. Attends, donne-moi ça. il n'y en a que 3. Je vais renifler, je vais fouiller, je vais chercher. Il faut écouter. C'est important. Ouvrez vos oreilles. Il faut être à l'écoute. Écoutez, on va le trouver. Écoutez. Oui. Ah, je le sens bien, là, le Sud Global. Oui, je je le sens l'entends. bien. Oui, il a je des l'entends. revendications. Vous les entendez, les revendications? Oui, il est contre quelque chose. Il est contre nous. Ça suffit Ah. d'être contre, ça suffit. Vous philosophez un peu trop. Vous parlez du chat de Schrödinger et tout ça, mais moi je voudrais du concret. Écoute, ok chérie, je sais que tu leur as prêté de l'argent, mais tu vas le retrouver. Même, il y a des risques. Bon, c'était risqué, on te l'avait dit. Bon, j'ai pas pris mon café, alors ça me rend un peu agressive, mais Moi non j'aimerais plus, j'ai vraiment pas pris de beaucoup. café. Il y a un corps. Il y a un corps. D'accord. Il y a un Moi, corps. je la reconnais. C'est l'Agence française du développement. Il est Bon, mort. c'est pas grave, elle on va en parle ressusciter. plus. On va dire qu'elle va ressusciter dans un autre truc. Allez, j'en suis sûre. Elle va ressusciter. On va la réanimer, mais on lui donnera un autre nom. On l'appellerait comment? Je sais pas. On trouvera une notion, un Voilà, concept, on trouvera un une truc. notion ou un concept. Vous ne comprenez pas. Si le Sud global n'existe pas, alors le global North non plus. Arrêtons tout ça et pensons plus concrètement. Ça veut dire qu'on n'existe pas non plus. Bon, c'est vrai qu'on a des petites dissensions dans notre famille, mais... Je ressens un certain inconfort occidental, là, tout d'un coup. Bon, écoutez, on va aller déjeuner, ça nous fera du bien. On va prendre un bon kebab et on Et va un mettre toutes les café. sauces dedans, de Voilà. la global sauce. Allez, go. Allez, global sauce.